Davido, vous avez reçu de nombreuses récompenses et nominations. C'est simple, je vais toujours droit au but. Jeu autorisé par la LONASE, aux plus de 18 ans. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Bibliothèque 2. Aujourd'hui, la Bibliothèque 2 reçoit un jeune auteur qui s'appelle Imam Hassan Lo, dit La Loi. Imam Hassan Lo a écrit ce livre qu'on voit ici, La Loi aime cette beauté, un livre qui parle globalement de l'Afrique et on parlera de beaucoup de sujets qui touchent le continent africain mais aussi le Sénégal. Imam Hassan Lo, on vous remercie de participer à cette émission. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir, M. Malik. Merci. Je disais que votre livre, vous avez intitulé votre livre La Loi aime cette beauté. Mais avant de venir sur le titre du livre, j'ai vu Imam Hassan Lo dit La Loi. Pourquoi c'est un surnom? Ça fait partie de votre nom? Pourquoi? Effectivement, c'est un surnom pour moi. Parce que j'ai bien vu que La Loi, c'est tout simplement Lo Imam Hassan. Donc j'ai essayé d'abréger mon nom, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce qu'il y a un rapport entre la loi qu'on vote à l'Assemblée nationale ou bien est-ce qu'il y a une connexion entre cette loi-là et votre surnom? Oui, effectivement, concernant mon carrière, parce que moi je dis que je vais être quelqu'un qui est le faiseur de loi en Afrique pour sensibiliser, conscientiser ou bien réveiller ceux qui dorment dans ce continent. D'accord. Bon, avant de parler du fond du livre aussi, j'ai vu que vous êtes étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes au département de biologie, chimie et géosciences. Et d'habitude, ça, ce sont des études scientifiques qui n'ont rien à voir avec la littérature. Comment vous êtes arrivé à vous intéresser à la littérature alors qu'à la base vous êtes un étudiant qui étudie qui s'intéresse à la science? Effectivement, cette question revient à chaque fois. Il y a des gens qui me disent comment un scientifique destiné à fréquenter les laboratoires puisse être dans un sens en prédilection littéraire. Moi, je dis que en tant que naturaliste, vous voyez que vous avez dit bien que je suis au département de biologie. Là, on forme des naturalistes. Donc, en tant que naturaliste, il est de mes droits, de mes fonctions, d'initier dès le début à prendre la plume pour écarter le vrai du faux. Vous savez, c'est le rôle d'un naturaliste à chaque fois de prendre la plume pour écarter ou bien pour clarifier l'évolution des populations. C'est le cas de Cheikh Anta Diop, c'est le cas des naturalistes européens comme, si je peux citer Carl von Linné. Vous savez, c'est le cas aussi de Buffon, de Charles Darwin, c'est aussi le cas de Cuvier. Donc pour moi, je dois prendre la plume pour au moins corriger mes homologues-là, parce que moi je les considère comme des homologues à moi. Corriger mes homologues sur des erreurs qu'ils ont fait à l'égard de l'Afrique. Parce qu'ils ont longtemps jugé le continent africain, en particulier sur l'héritage génétique de l'Afrique. Donc moi, en tant que jeune, je dois passer par la littérature pour un petit peu donner... Vous avez dit qu'il y a les aînés, bon, si je vous entends très bien, les aînés ont failli quelque part, ce que vous citiez tout à l'heure. Ils ont fait quoi de mal pour que vous, à votre tour, peut-être humblement, vous essayez de corriger derrière?
Oui, si je peux prendre le cas de Carl von Linné, lui c'était un naturaliste européen, mais il a un petit peu jugé l'homme africain. Ouais, il a un petit peu jugé l'homme africain et ce jugement c'est à une dose un petit peu raciste. Il a donné tout ce qui est mal à l'Afrique. Donc moi je dis que je dois en tant que naturaliste africain prendre la plume comme le faisait Cheikh Anta Diop. En défendant nos valeurs, en leur corrigeant, parce qu'ils ne sont pas infaillibles. Ils ne sont pas infaillibles, ils ont tout simplement le cœur et la raison. Nous aussi, en tant qu'Afrique, on a le cœur et la raison. Donc je vais passer par là pour répondre à une question qui vient récurremment. Moi, je ne fais pas de la littérature pour le simple plaisir de faire la littérature. Je fais la littérature présentement pour trancher la vérité que tout un peuple devait percevoir, pour tout simplement prendre des bases nouvelles. Je fais de la littérature, évidemment, pour tout simplement trancher ou bien pour tout simplement réveiller les peuples africains. D'accord. Donc, bon, je vous cite ce que vous avez créé en passage. Vous dites le noir n'épaule jamais son propre frère. Au contraire, il est toujours dans de basses manœuvres et combine pour le faire chuter au plus bas de l'échelle des valeurs. Vous pensez à qui quand vous écrivez ça? Je pense globalement à tous les noirs, mais franchement, lorsque j'écrivais ça, il y avait un surmoi qui vient à la suite, à côté de Thomas Sankara, parce qu'on a vu tout ce qui lui est arrivé. On a vu aussi tout ce qui est arrivé à notre idole, c'est Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce qui est arrivé à Cheikh Anta Diop? Cheikh Anta Diop, après, il a eu une ségrégation, parce que après sa thèse, les Blancs n'aimaient pas lui accorder une mention exceptionnelle comme l'avaient ses homologues, ses camarades. Ses camarades avaient des mentions qui leur permettaient d'accéder aux amphithéâtres. Mais lui, il n'avait pas ce sens-là. Et ce n'était pas à cause de manque d'intelligence, mais c'est parce que les gens ne voulaient pas quand même lui laisser avoir des contacts avec la jeunesse. Donc, et aussi, Cheikh Anta Diop ici, au Sénégal même, vous avez vu qu'il a subi pas mal d'injustices. On l'a jamais jugé à sa juste valeur. C'est ça. Donc, l'Africain a toujours vraiment eu des... Mais est-ce qu'on peut se baser sur ça pour dire que la plupart des ignominies sur le continent africain, des atrocités, c'est à cause des querelles entre frères africains? Est-ce qu'on peut dire ça, vu que la plupart des dirigeants aussi, parfois, bon, peut-être je peux dire que ils portent le malheur, c'est eux qui portent le malheur, envers leurs frères aussi. Oui, on peut dire ça. Moi, ce que je dis là, c'est basé sur des études. J'ai revisité l'histoire de l'Afrique en général. Vous avez vu même à Libye le cas de Kadhafi. Vous avez vu même l'autre là, au Congo, le cas de l'autre là, Mobutu, et aussi le cas de Lumumba. Vous voyez, l'histoire a donné... moi, je dis, en se basant sur l'histoire, vous voyez que les Africains ont toujours... là, c'était tout simplement les magus des Africains. Ce sont les Africains qui ont osé donner leurs propres frères. Est-ce que vous pensez que ça a eu un frein sur le développement de l'Afrique, le fait qu'on brime d'autres frères africains? Effectivement, c'est ça d'ailleurs qui fait notre retard ici. Parce que eux, c'était des pépites qui pouvaient nous sortir de ces bobos, mais ils ont essayé de croire quand même le colon. Ils ont essayé de croire les discours sans aucun doute
ils ont essayé quand même d'essayer berner. Ils ont laissé berner. Ils ont passé avec naïveté, avec le discours que tenaient les Blancs de l'époque. D'accord. Bon, je vous cite encore, vous dites dans le livre, alors mettons-nous-y pour au moins honorer nos ancêtres, parce que nos ancêtres qui nous ont légué ces terres, les terres du continent africain, aimaient énormément voir de leurs propres yeux l'Union africaine. C'est d'ailleurs l'objectif de leur résistance farouche envers les autres. La question, est-ce que ce ne sont pas les ancêtres qui ont facilité les autres à la démission? Je pense aux guerres claniques, des territoires, des conquêtes, etc. Moi, je dis non, parce que, vous voyez, les époques sont différentes. Les anciens de l'époque, c'était tout simplement la virilité. Ça veut dire que chacun voulait avoir son territoire à eux. Mais aujourd'hui, il y a de nouvelles facettes, il y a de nouvelles fonctions, il y a la mode quand même. La mode n'est plus, comme j'ai l'habitude de dire, la mode n'est plus comme celle de la négritude. Maintenant, nous, la mode, c'est comment réunir les micro-territoires africains. Donc, mais moi, je disais, comment dire, en fait, vous faites allusion quand même, les aînés, ceux qui étaient là, n'ont pas facilité la tâche aux nouveaux venus. Je dis qu'aujourd'hui en Afrique, il y a des guerres entre ethnies, il y a des guerres entre communautés, etc. Il y a la corruption. Ça, ce n'est pas les aînés, ce sont les dirigeants africains aujourd'hui qui ont fait ça. Effectivement. Est-ce qu'on ne peut pas leur imputer la faute dans ce sens-là alors? Oui, ils ont une part du gâteau, ils ont une part de responsabilité. Mais moi, je dis que rien n'est plus puissant que le peuple. Si on veut quand même, si nous voulons se développer, il va nous falloir quand même conscientiser le maximum, aussi réveiller le maximum, et cela peut nous mener vers cette unité, vers la masse de cette unité. Ouais. Vous parlez aussi des tares de la colonisation. Vous en pensez quoi? C'est bien, c'est mal? Quel est votre avis sur ça? La colonisation, moi je dirais que c'est tellement nécessaire, comme disait l'autre là, Senghor. Voilà, parce que, quoi qu'on puisse dire, moi je dis que, autant comme vous l'avez dit, nos ancêtres n'avaient pas cette mise à jour de ce que des changements, de l'évolution du monde. Donc, quoi qu'on puisse dire... Pourtant, il y avait des intellectuels à l'époque. Il y avait des intellectuels, mais des intellectuels qui étaient dans le système français. Ceux qui n'étaient pas dans le système français, eux, jusqu'à aujourd'hui, ils n'avaient pas cette... Il y avait aussi des gens qui n'étaient pas, par exemple, dans le système français. Je pense aux résistants du côté de la religion. Oui, mais leur système était un petit peu archaïque. Ok. C'est archaïque, si je veux dire, parce que ceux qui étaient dans le système, dans les pacifiques, comme le cas de Cheikh Ahmadou Bamba et consorts, aujourd'hui, si vous voyez leur dérivé, c'est que, si on essaie d'être objectif, ils n'ont pas quand même cette mise à jour dans ce que le monde, ça veut dire la technologie, ce qu'on appelle la médecine moderne. Vous voyez que nous, on a la médecine, mais notre médecine traditionnelle a des pourcentages de probabilité un petit peu élevés, alors que la médecine moderne, aujourd'hui, avec la chirurgie et consorts, là, c'est de la part des colonisateurs. Des colonisateurs. Ouais. Donc je dirais que, comme disait Senghor, et ça a amené beaucoup de polémiques jusqu'à maintenant, mais moi je suis avec lui, je dirais que la colonisation c'est tellement nécessaire. Mais un panafricaniste comme vous, comment on peut se poser la question, comment il peut être d'accord avec les idées de Senghor, par exemple? Parce que ce n'est pas contradictoire. Oui, ce n'est pas contradictoire. Senghor était un panafricaniste. Ah, mais un panafricanisme pas comme les autres, quand même. Oui, pas comme les autres, de sa manière. On peut dire ça, mais personne n'était un petit avec peu... la négritude, oui. La négritude, vous voyez le rôle qu'il a joué. Donc, Senghor était... Mais il a essuyé beaucoup de critiques
contre sa vision de la négritude. Oui, tout simplement, il avait un état d'esprit un petit peu ouvert par rapport aux autres. Comme il disait, vous voyez, l'enracinement et l'ouverture. Il avait ce sens de l'ouverture parce que, quoi qu'on puisse dire, l'Africain a toujours enquisté sur lui-même, a toujours, vous voyez, croire ses propres valeurs, a toujours eu cet ego de ne pas aller, voyez, s'ouvrir, de ne pas aller rencontrer les autres. D'accord. C'est ça qui fait notre... C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Il faut s'ouvrir, voyez, rencontrer les différentes idées, aussi, voyez, on peut... Ce qu'il appelait l'enracinement après l'ouverture. Okay. Maintenant, après les autres idées, après la considération des autres idées, après, on va faire tout simplement cette opération de triage, prendre ce qui est bon et laisser partir ce qui est mauvais. D'accord. Bon, je parlais tout à l'heure de la colonisation. Bon, récemment, je vais soumettre une question d'actualité. Le président de la République a débaptisé une grande avenue de Dakar, Charles de Gaulle, l'avenue Charles de Gaulle. Et puis, on l'a rebaptisé du nom de l'ancien président du Conseil, Mamadou Dia. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, c'est normal. Moi, je crois que... Et c'est ça dont va mon combat. Moi, je dis que maintenant, on ne doit plus prendre des références à la France. On a notre propre modèle, on a nos propres exemplaires, comme le cas de Mamadou Dia, comme vous citez, comme le cas de Cheikh Anta Diop, et comme le cas de tant d'autres. Ouais. Donc maintenant, vu qu'on a nos propres références, on doit quand même faire cet acte patriotique. On doit être patriote parce que nos pères, c'est ça qu'ils voulaient. Si je pense que vous avez vu que je défendais ça sur l'ouvrage. Nos grands-pères, c'est ça qu'ils voulaient. C'est faire que l'Afrique soit un exemplaire. Donc on peut faire une Afrique exemplaire tout simplement. C'est bien de prendre des références pour eux, comme le faisaient les Grecs de l'époque. Ils venaient à l'Égypte pour étudier, prendre des références, mais après, ils vont et recréer, transformer. On est d'accord. Donc, c'est bien quand même maintenant, avec la conscientisation, aussi, ils ont un même niveau d'intellect comme nous, comme disait l'autre là. Maintenant, les Noirs ont une intelligence égale avec les autres. Donc, on ne doit pas quand même toujours s'enquister, toujours avoir cette complexité, cette aliénation, comme disait Cheikh Anta Diop, de les prendre comme des références. Maintenant, allez. Maintenant on a nos références ici, donc il faut bien les prendre et les revaloriser, c'est ça. Est-ce que vous ne pensez pas que cette décision, c'est une sorte de trahison un peu de la mémoire, de l'histoire? Non, pas. Ce n'est pas une sorte de trahison de la mémoire, non. C'est une sorte de l'évolution. Moi, je le vois comme une évolution. Évolution, ça montre que les anciens ont tort. Ceux qui ont donné, par exemple, le nom de Charles de Gaulle à l'avenue ont tort. Non, les anciens, je ne sais pas tort, mais il y avait la naïveté à l'égard de... ils étaient naïfs. Oui, ils étaient naïfs. Ah bon? Oui. Senghor, il était naïf. Il était un petit peu... Il était naïf, d'une part, il était naïf parce que autant il n'y avait pas beaucoup de références quand même, parce que le Mamadou Dia que vous citez là, autant il n'était pas un petit peu à ce niveau-là. Quel niveau? Ça veut dire c'est le niveau planétaire, si je veux dire, c'est le niveau référentiel, parce que, comme on dit, la fin justifie les moyens. Il y avait des patriotes à l'époque, mais Mamadou Dia, à la fin, au bout de son... Comme on dit, de sa vie, a fait ce qu'il avait pu, quoi, c'est ça que vous voulez dire. A fait ce qu'il devait pour l'Afrique. Okay. Donc maintenant, il est normal de lui attribuer quand même un nom. Pourquoi pas d'autres quand même, d'autres avenues ou bien d'autres lieux plus symboliques. D'accord. Il y a aussi une question que vous avez soulevée dans le livre, ce sont les intellectuels, le rôle des intellectuels, surtout africains. Mais on va parler des Sénégalais, des intellectuels sénégalais. Il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de choses qui se sont passées, d'événements tragiques, des crises. Parfois on entend certains, parfois non. Qu'est-ce que vous en pensez, le rôle de nos intellectuels actuels? Le rôle de nos intellectuels doit être comme
l'a souligné Semed Ousmane dans Les Boules de Dieu. Un intellectuel, pour moi, c'est quelqu'un... Moi, avant tout, je dois dire que un intellectuel n'est pas quelqu'un qui sort tout simplement du système français. On doit d'accord sur ça. Parce qu'un intellectuel, pour moi, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a une vision, qui a une capacité de projection dans l'avenir. Donc, si on est d'accord sur ça... Ils jouent ce rôle-là ou bien? Ils jouent ce rôle-là. Ils n'ont pas... Ils ont joué ce rôle-là. Ils jouent ce rôle. Même jusqu'à maintenant. Parce que, le reproche, c'est que, le reproche qu'on leur fait, on a dit que la plupart de nos intellectuels, quand il y a eu des crises politiques, surtout en 2021, beaucoup n'ont pas pris la parole. Comment vous avez vu ça, vous? Voilà, là, c'est pas pour moi, ça m'engage, c'est pas un rôle d'un intellectuel. Le fait de prendre la parole quand il y a crise, oui, par exemple. Le fait de ne pas prendre la parole. Ouais. Le fait, parce qu'un intellectuel a quelque chose qui peut clarifier toute une communauté, qui peut clarifier tout un continent. Donc, il a cette beauté que j'ai fait allusion ici, cette beauté intellectuelle. Donc, du moment que vous avez cette lumière, donc vous ne pouvez pas avoir la bouche bée devant certaines magouilles quand même. D'accord. Quand j'ai lu le livre, peut-être c'est une question, je sais pas, une question critique, quelque chose comme ça. Quand j'ai lu le livre, j'ai vu que vous êtes pro-africain à 100%. Un panafricaniste, quoi. Peut-être panafricaniste dans l'âme, parce que depuis tout à l'heure, puis ça se vérifie parce que vous êtes en train de citer Cheikh Anta Diop presque. Mais est-ce que la primeur ne devait pas être pour le Sénégal avant de penser à l'Afrique? Parce que j'ai vu moins le Sénégal que l'Afrique. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je vois. C'est un constat. C'est un constat. Il y a d'ailleurs d'autres qui l'ont fait. Ils disent qu'avant de parler dans le global, il faut regarder ce qui est devant. Devant. Est-ce que vous le comprenez, ça? Je comprends, mais moi, je généralise. Je ne suis pas là pour les détails. Pour vous parler du Sénégal, c'est un détail? Oui, c'est un détail dans l'échelle continentale. C'est un détail que je ne dois pas... Parce que moi... Ce qui m'intéresse, c'est tout simplement l'unité africaine. Si cette unité sera mise en place, je dois me vaquer à d'autres fonctions. Moi, en tant qu'écrivain, en tant que naturaliste, stratège ou prospectiviste, si on peut dire comme ça, ce qui m'intéresse, c'est le développement de l'Afrique. Oui, c'est ça, le développement de l'Afrique. Maintenant, quelles sont les problématiques que je dois survoler? Quels sont les plans? Quels sont les équations que je dois résoudre pour développer l'Afrique? On dit à chaque lutte, c'est un processus. Je parlais tout à l'heure de l'unité africaine. Il y a des figures africaines qui ont fait cette démarche-là. Je peux citer des noms, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Augusto Nieto, il y en a plein. Patrice Lumumba et tout, pour l'unité africaine, même Kadhafi. Est-ce que vous, comparé à eux qui n'ont pas réussi à unir l'Afrique, est-ce qu'on peut se baser sur vos thèses pour dire qu'on a quelque part on a de l'espoir, l'Afrique un jour va se réunir comme les États-Unis d'Amérique? Effectivement, parce que moi je vois de l'histoire comme une leçon qui va servir les générations qui viennent. Parce que nous, aujourd'hui, de nos jours, on a toutes les choses sont réunies maintenant. On a un alignement parfait pour ça veut dire unir les peuples. Parce qu'on a été témoin de beaucoup de leçons. Les échecs, moi, je le vois comme des leçons. Le fait que les autres, mais les pères, je peux dire, les pères n'ont pas parvenu à réussir. Donc moi, je vais apprendre de tout ça. Et je vois en tant que prospectiviste quand même, leur petite erreur qu'ils ont fait. Moi, en tant que je vais pas essayer je vais essayer de contourner leurs erreurs pour un petit peu. Je vais être en faisant quoi, par exemple? Je vais être
un petit peu ingénieux. Ouais. En faisant quoi, par exemple? En décentralisant. Moi, je vois que la plupart des essais des panafricanistes, c'était tout simplement dû à ce que leurs compatriotes n'avaient pas partagé leurs idées. Ouais. Maintenant, moi, vous voyez, je vais, comme je dis, je vais essayer d'être ingénieur dans ce domaine en essayant quand même de... Vous voyez, j'ai dit en essayant de faire répandre cette beauté. De faire répandre, ça veut dire que de conscientiser la majeure partie, particulièrement les jeunes, parce que moi je dis que si les jeunes parviendront à avoir une atmosphère harmonieuse et une cohésion totale, l'Afrique pourra se développer. Bon, on continue pour l'Afrique. Pour que l'Afrique, je cite, pour que l'Afrique puisse marcher librement par ses propres appuis, il faut tout d'abord que les Africains aient un haut degré de conscience et qu'ils se contentent d'user de leurs propres ressources, aussi primitives soient-elles, pour y faire naître d'autres branches beaucoup plus précises et raffinées. La question, vous pensez que l'Afrique n'est pas consciente de son potentiel, de ses richesses? De nos jours, non. L'Afrique n'a pas cette... on ne dirait pas, mais la majorité, j'ai dit. La majorité, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça nous montre quand même, ça saute à l'œil nu. Ça nous montre qu'il y a une bonne partie de la population africaine qui n'ont pas cette conscience de ce que pouvait être l'Afrique. Voyez. Donc, moi, je dis que nous, en tant qu'Africains, ce qui devait nous prévaloir, c'est que on ne doit pas essayer de développer l'Afrique selon la modèle des autres. On doit développer l'Afrique avec notre propre modèle. On ne doit pas copier les autres. On ne doit pas copier les autres. C'est cette erreur-là que les pères avaient fait. Ils avaient cru par naïveté que ce qui marchait avec les autres continents devait être bon avec l'Afrique. C'est ça qui fait notre retard aujourd'hui. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous avons? Pour développer l'Afrique, moi je dis qu'on doit résoudre cette équation. Qu'est-ce que nous avons en Afrique? En Afrique, nous n'avons que des matières brutes. Ça veut dire ce qui doit être avec le secteur primaire. En Afrique, on a le soleil, on a l'eau, on a des terres. Donc, pour moi, on doit faire un travail de synergie de ces trois potentiels-là pour faire sortir de quelque chose qui doit peut-être résoudre ces problèmes, beaucoup de problèmes en Afrique, notamment alimentaire et consorts. D'accord. Bon, alimentaire, vous plaidez pour une agriculture qui se fait au-delà des saisons pour atteindre l'autosuffisance. Pourquoi ça n'arrive pas? Ça va arriver, mais... vous y croyez? Oui, je crois que ça va arriver. C'est parce qu'on a tout simplement un degré ou bien des formes d'aliénation. En Afrique, si vous rencontrez là un jeune en disant que vous allez faire, venez, je vous accompagne à faire l'agriculture, il va dire non, moi je ne vais pas faire l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'on a cette degré d'aliénation. On nous a dit qu'on a vu par l'Internet que l'agriculture, c'est la chose la moins avancée. Donc on ne doit pas risquer de faire l'agriculture. Alors que c'est non. Même les grandes puissances, ils s'alimentent de par l'agriculture. Donc moi, je dis qu'on doit faire pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'on est aliéné, c'est ça? On est aliéné, oui. On est aliéné. On est aliéné par qui? On est aliéné par le jugement des naturalistes européens. Parce qu'eux, ils ont jugé... Et c'est eux qui nous disent que l'agriculture, c'est pas bon, il ne faut pas aller au champ. Non, vous voyez, ils ne nous ont pas dit ça directement. Mais pourtant, il y a des gens qui cultivent la terre. Oui, il y a des gens qui cultivent la terre, mais ils n'ont pas quand même cette conscience, je veux dire, cette est-ce que ce n'est pas un manque de moyens? Oui, c'est un manque de moyens. Est-ce qu'on peut expliquer ça par l'aliénation? On peut dire que manque de moyens, c'est beaucoup plausible que le fait de dire ils ne cultivent pas la terre parce qu'ils sont aliénés, parce qu'il y en a quand même beaucoup de gens qui mangent grâce aux terres. C'est vrai.
En Afrique, on mange grâce aux terres, mais on n'a pas la conscience de ce que la terre pouvait nous donner. Nous, on se limite tout simplement un petit peu des pépites que la terre pouvait nous donner. Nous, franchement, si nous avons ce que l'agriculture pouvait donner à l'Afrique. Moi, je dis que l'agriculture, c'est la source mère de l'Afrique. Si l'Afrique parvenait à booster son agriculture, voilà, on aura quand même dans les plus... Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, c'est moderniser l'agriculture. Comme je disais, l'Africain a de cette chose quand même qui est un petit peu qui aime s'enquister sur lui-même. Il ne veut pas quand même... Voyez, il a quelques jugements par rapport à ce qu'il ne sait pas. On est d'accord? Ouais. Donc, nous, pour faire ça, pour développer l'agriculture, on doit le moderniser d'abord. On doit le moderniser avec... Mais vous êtes d'accord que pour moderniser, il faut avoir des moyens? Il faut avoir des moyens, il faut avoir avant tout de l'intelligence, comme j'ai dit, de la spécialisation. Vous voyez, j'ai donné ici le rôle des jeunes en faire l'étude. Les jeunes doivent étudier, essayer de se spécialiser. Parce que je crois que si on est spécialisé dans la génétique, dans la botanique, dans beaucoup de domaines, franchement, on pourrait avoir une mainmise quand même sur comment va réellement les jeunes pour pouvoir faire une agriculture de qualité. D'accord. Vous parlez aussi de l'identité, avec les langues, les modes vestimentaires, etc., en se référant toujours à l'Afrique. Vous pensez que sur ces leviers que j'ai énumérés, on copie d'autres cultures? Effectivement, on copie d'autres cultures. Tantôt, j'ai vu quand même le défilé de passé 4 avril. Ça m'a... Le 65e anniversaire. 65e anniversaire, ça m'a vraiment touché avec les mazorettes. J'ai vu que elle aime quand même représenter, ils sont fiers de leur patrie, mais inconsciemment, ils montrent le monde entier qu'ils ne sont pas fiers. Ah bon? Oui, parce qu'on ne doit pas être fiers de notre africanité en portant quand même des chevelures qui ne sont pas de nous. Ça veut dire qu'on n'est pas fiers de notre chevelure. Et c'est ça la thèse de Saint-Diop. Mais ce n'était pas des tresses, c'était des tresses, non? Non, ce n'était pas des tresses. Il y a des tresses, mais il y a des chevelures typiquement européennes. Voilà. Et puis vous dénonciez ça, quoi? Oui, je dénonce ça. Parce que ce n'est pas africain. Ce n'est pas africain, ce n'est pas notre culture. Pour moi, notre identité... Vous n'êtes pas que pour les femmes mettre des perruques, des coiffures? Oui, je ne veux pas. Moi, je dis que là, c'est une inconscience. C'est une inconscience de notre histoire. Ok. Vous voyez qu'avant que commencer, vous avez évoqué un de vos auteurs qui parlait sur les femmes d'Ender. Les femmes d'Ender. Ouais. Vous avez leur histoire. Donc, elles sont tuées pour ne pas copier quand même, ne pas laisser aller, ne pas berner par les autres. Donc, on ne doit pas attendre jusqu'à nos jours, avec la conscientisation, avec tous les soirs. Maintenant, un jeune à base peut vous dire l'histoire qui est passée depuis des antiquités. Vous proposez quoi à la place? Vous voudriez que les femmes ou les filles mettent quoi? Moi, je propose l'originalité. C'est-à-dire? Ça veut dire nous doit assumer notre identité. Comme disait, c'était d'ailleurs le travail de Saint-Diop. Il a dit que comment on reconnaît l'Africain? L'Africain, on le reconnaît de par sa chevelure crépue. Donc pourquoi mais si, par exemple, si une femme ou une fille met une perruque, fait des tresses, si ça lui plaît, c'est bon, ça doit être bon, non? Si ça lui plaît, c'est une question d'envie. Moi, je dis que c'est une question d'envie. Si ça lui plaît, donc c'est bon, non? Vous voyez qu'aujourd'hui... Est-ce qu'on doit imposer, par exemple, aux femmes ou aux filles ce qu'elles doivent mettre? Non, je ne suis pas imposer, mais conscientiser. Parce qu'il y a pas mal de filles, si on dit que... Parce que, regardez, moi je dis que... je pense que j'ai dit ça dans cet ouvrage. Je dis que comment un intellectuel
vous voyez, sénégalaise, une femme sénégalaise qui était intellectuelle et qui a tous les backgrounds à côté et essaye de parler ou bien discuter, de critiquer notre intellectuelle européenne en portant des habits typiquement européens. Là, ça veut dire qu'elle n'a pas conscience de son africanité. Elle montre directement que lui, il veut pas, elle ne veut rien retracer avec l'Afrique. Parce que par ses chevelures, de par ses habillements, elle a tout changé. Alors que ça, ce n'est pas le rôle d'un patriotisme. En tant que patriote, on doit être fier d'incarner les héritages de nos ancêtres. Les langues aussi. Les langues aussi. Les langues aussi, vous dites que, par exemple, le français, le wolof, vous pensez qu'on doit beaucoup plus utiliser le wolof à l'école, partout? Effectivement. Effectivement, c'est ça, c'est le cas quand même que vous proposez que ça remplace le français ou bien? Ça remplace. Les langues traditionnelles de chez nous doivent permuter avec les langues quand même étrangères. C'est ça que, vous voyez, à l'entame de nos propos, vous avez vu, on a débaptisé rue, comment dire, l'avenue Charles de Gaulle. Charles de Gaulle en donnant Mamadou Dia. Maintenant, de petit à petit, on va essayer aussi d'abolir certaines langues quand même françaises, certaines langues européennes, en remplaçant nos propres langues. C'est une évolution. Moi, je crois à l'évolution parce que le monde a toujours évolué quand même. On va d'un jour quand même, parce que là c'est un rêve, on va d'un jour voir l'Afrique quand même utiliser ses propres langues. Bon, dans ce livre aussi, à la page 77, vous parlez, je vous cite, parlez toujours de l'Afrique, donc je défie au nom de l'Afrique, ce qui avec plein de verbes, je défie au nom de l'Afrique ceux qui pensent pouvoir rendre flou ou invisible cette image magique ou glorifiante que j'ai vue pour mon Afrique dans l'avenir, et quiconque pense avoir la capacité de me détourner par quelque pression que ce soit de mon objectif s'illusionne lourdement. Ça, on voit votre envie, votre passion pour l'Afrique, et puis pour tous les sujets sur lesquels on a parlé. Bon, est-ce que vous pensez que le fait de prendre la défense de l'Afrique, ça peut faire changer d'avis les autres, ou bien ça peut développer l'Afrique sur tous les sujets qu'on a abordés? Effectivement, si les Africains parvenaient à se conscientiser, à se réveiller, je peux dire, à se réveiller, vous voyez, le développement de l'Afrique sera d'un jour à l'autre. Voilà, bien sûr. Ok, vous parlez aussi de la jeunesse. On a vu ces derniers temps, la jeunesse, il n'y a pas beaucoup de travail, il y a beaucoup de jeunes qui partent aussi. Est-ce que ça ne signifie pas que nos politiques ont échoué? Échoué, bien sûr. Ils ont échoué. Ou bien la jeunesse n'a pas fait ce qu'elle devait faire? Vous voyez, c'est une responsabilité partagée entre la jeunesse et l'État. Moi, je dis que nos grands, quand même, quoi qu'on puisse dire, on peut les vénérer, mais ils sont échoués, d'une part. Ils ont échoué sur beaucoup de domaines quand même, beaucoup de domaines. À savoir parce qu'eux, ils ont laissé berner par les Européens. Ils ont été quand même des gens qui avaient cru le discours des Européens. C'est ça qui fait aujourd'hui, ils n'ont pas pu matérialiser tout ce qui devait être à norme aujourd'hui. Parce que les jeunes qui partent ici pour ne pas faire l'agriculture, aillent en Espagne, par exemple, faire de l'agriculture là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on n'a pas pu avoir cette quand même, quotient intellectuel pour régénérer notre terre, pour pouvoir limiter une bonne fois pour tous
le manque de semences. Le taux de semences, on devait le réduire à 0 ici, parce qu'on a la terre, on a le soleil, on a l'eau en abondance. Oh, mais quand vous voyez les jeunes aujourd'hui, ils attendent beaucoup des politiques des gens qui nous dirigent. Est-ce que c'est la bonne posture? Ce n'est pas la bonne posture. Moi, je dis que ce n'est pas la bonne posture. Parce qu'en tant que jeune, on a quand même on a une âge, c'est la fleur d'âge quand même. On devait être conscient des enjeux géopolitiques. Parce que être jeune, c'est, pour moi, vous voyez, aller provoquer les choses. D'accord? Ça veut dire entreprendre, étudier, si on ne peut pas étudier, entreprendre, mais de ne pas être inactif. Un jeune devait être actif en tant qu'Afrique aujourd'hui, avec tous ces problèmes. Un jeune africain qui se dit patriote, qui se dit panafricain, devait être quand même, s'occuper sur ce qui fera un développement prospère pour l'Afrique. D'accord. Bon, on va terminer très vite, il ne reste pas beaucoup de temps. Mais quand vous regardez, par exemple, quand j'ai parcouru votre livre, bon, vous avez fait l'éloge de l'Afrique, ce qu'on doit faire en Afrique et tout, etc. Mais quand on regarde, bon, la colonisation, vous avez critiqué la colonisation, mais quand on regarde de long à large, on a vu qu'il y a beaucoup de dirigeants africains aujourd'hui. On leur donne carte blanche, ils dirigent nos pays, mais ils ne font pas un bon usage de ces pays-là. Il y a il y a le népotisme, il y a la corruption, il y a le clientélisme, et tout, etc. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'Afrique est victime d'elle-même? Ce sont les dirigeants eux-mêmes. Et puis, penser à une union future, ce n'est pas possible. Oui, l'Afrique est victime d'elle-même, là on peut dire. Parce que c'est ça qu'on a vu depuis l'histoire. Depuis la cour de l'histoire, on a vu que ce qui était censé sortir l'Afrique de ces bobos sont ceux qui profitent de l'Afrique. Mais moi je dis que cela, ce n'est pas une bonne posture pour un homme qui se dit patriote. Parce que moi je dis que c'est l'intérêt personnel qui a fait que l'Afrique est dans ces bobos. Parce que nous en Afrique, on est un petit peu égoïste de nos intérêts. Du moment que ça ne nous touche pas, du moment que ça va avec nos propres intérêts, on laisse aller. Sans pour autant eu quand même cette conscience que ça va répercuter. Ça va répercuter. Donc les dirigeants, comme on a vu, moi je dis que c'est la réussite qui va être quelque chose qui n'est pas nouveau pour moi. Mais c'est qu'on a vu des dirigeants qui se disaient être des virules, être des intellectuels, mais ils ont échoué. Moi je dis que là, c'est de par leur... Ils n'ont pas cette beauté intellectuelle. La beauté dont se fait allusion ici, c'est cette beauté d'être visionnaire. D'accord. D'être, comme disait l'autre là, Nelson Mandela, être quelqu'un qui fait tout simplement gratuitement pour son peuple, pour l'avenir de son peuple uniquement. On a vu, puis je vais terminer par là, on a vu de nouveaux dirigeants qui viennent par la force. Si je dis par la force, c'est à travers des coups d'État, dernièrement en Afrique, au détriment de ce qu'on prônait avant, la démocratie, le pouvoir des urnes, etc. Qu'est-ce que ça traduit chez vous, le fait de voir dans beaucoup de pays, surtout en Afrique de l'Ouest, que ces pays-là sont dirigés par des régimes forts? D'abord, moi je dis que c'est manque d'insécurité. Je ne blâme pas les nouveaux dirigeants qui sont venus au pouvoir avec les coups d'État. Moi, je pars à la racine des mots. Je pars à la racine d'abord des mots. Pourquoi ils font ça? Pourquoi faire les coups d'État?
c'est parce que les Africains ont laissé leurs propres camarades africains se souffrir. Comme j'ai dit dans l'ouvrage, nous en Afrique, on a depuis très longtemps vu les terrorismes. On a vu certaines magouilles, mais on laisse aller. En tant que Sénégalais, moi je dis que tant que ce n'est pas mon territoire, que les autres m'ont circonscrit, je ne vais pas réagir. Tant que je ne suis pas touché. Ouais, c'est pas touché. On a laissé ça, et de petit à petit, ça va prendre de l'envergure. C'est ça qui fait que maintenant, des patriotes qui sont dans ces contrées-là, essayent de se revendiquer, de dire que non, on va prendre les dons quand même. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a vu, c'est pas mal, ça devient maintenant la mode de faire des coups d'État. C'est quelque chose qui n'est pas bon pour la démocratie de nos pays, parce que ça ne joue pas avec la sécurité. Donc moi, je dis que la racine de nos pauvres, tous ici en Afrique, c'est le manque de solidarité. Nous, en tant qu'Africains, on devait avoir cet état d'esprit de dire que, en tant qu'Africains, on est tous des Africains. On ne doit pas identifier les Sénégalais des Maliens, des Burkina Faso, on doit dire qu'on est des Africains. On a tous en commun la peau noire. On a des identités. Vous voyez que Carlo Mondine, lorsqu'il a qualifié les Africains, il avait qualifié les Africains tous ensemble. Il ne va pas dire que ce sont les Sénégalais qui sont comme ça, ou bien les Maliens qui sont comme ça. Il a généralisé l'Afrique. C'est parce qu'on est tous les mêmes. Donc si nous voulons régler tous ces problèmes d'insécurité, on devait être dans de dire que l'intérêt général, c'est ça qui nous préoccupe. D'accord. Ça veut dire si un pays dans nous, parce que l'espace Schengen en Europe, les autres unions, eux, si on tous un micro-territoire de ces œufs, les autres vont venir renforcer. D'accord. Donc c'est ça que nous devons faire. Maintenant, si on laisse ça, dire que non, c'est eux de régler le problème, ils vont aussi régler avec leur niveau d'état d'esprit. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, M. Malik. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette émission aujourd'hui. La Bibliothèque 2. On recevait Imam Hassan Lo, dit la loi, pour discuter de ce livre, ce petit opus. La loi aime cette beauté. On a parlé des sujets que vous avez abordés dans le livre, la démocratie en Afrique, la balkanisation, les pays africains, les dirigeants africains et tout. Et puis c'est intéressant au sens où vous êtes libre de dire ce que vous avez dit, votre ambition pour l'Afrique. Et on a vu ça, bien que idéalisé, mais quand même on a vu votre amour pour le continent africain. Donc c'était ça. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission La Bibliothèque.